Les estimations, c'est un sujet qui divise la communauté. Les estimations, on s'en sert pour planifier, pour prévoir quoi faire et quand le faire. On a même inventé les estimations agiles, hein. Ça se vend bien forcément. Et globalement, utiliser des estimations, ça semble bien, ça semble logique, efficace. Pourtant, certains pensent que c'est une vue de l'esprit, cet intérêt, cette valeur, cette efficacité des estimations, que ça serait notre cerveau qui nous ment pour nous rassurer. Est-ce que ça serait ce qu'on appelle un biais cognitif? Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. Et avec Constantin Guay, on a accompagné plein d'équipes sur plein de projets où il fallait effectivement faire des plannings avec des contraintes de temps, des contraintes de budget, et où, assez naturellement, on se retrouvait à parler d'estimation. Vous êtes sur la bonne vidéo si vous avez envie de découvrir quels sont les pièges à éviter. On entend quoi quand on parle d'estimation? On pourrait dire que c'est l'acte de se projeter sur le travail à faire ou sur la solution à implémenter afin de pouvoir donner une fourchette qu'on pense être nécessaire pour y arriver. Certaines équipes vont utiliser le planning poker en points, en taille de t-shirt. Tout ça, c'est pareil. On va avoir une notion de vélocité aussi grâce à ça, etc., etc. Toute cette projection qu'on doit faire sur la solution, c'est un vrai travail. Un travail d'analyse, voire même déjà un travail de conception. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose du coup qu'on doit prendre en compte dans nos feuilles de temps? En effet, pour que ces estimations soient utiles, on veut qu'elles soient le plus juste possible. On veut donc être précis. Et pour être précis, il faut savoir ce qu'on va faire, naturellement, et donc prendre des décisions. On pourrait dire que estimer, c'est déjà décider, parce qu'on va forcément réduire le champ des possibles. Voilà par exemple une situation qui pourrait arriver. Bon, voilà, j'ai préparé le tableur avec toutes les estimations. Super. Donc à chaque fois j'ai listé toutes les options possibles, les hypothèses, les contraintes correspondantes et tout au bout là il y a les estimations pour chacune des options possibles. Donc on pourra décider de la piste à prendre comme ça. Bon alors écoute, je vais pas du tout avoir le temps de digérer et d'analyser tout le document que tu vas me montrer. Mais c'est toi l'expert. Alors je te fais confiance, envoie-moi simplement une estimation par sujet et je l'intégrerai au planning prévisionnel. On fait comme ça? Ah bah oui, si vous avez déjà essayé de fournir ce genre d'estimation, vous avez bien vu et compris que c'était pas ça qu'on vous demandait. On vous demande quelque chose de précis. Car donner différentes estimations pour une seule chose, quand on met bout à bout toutes ces choses à faire avec à chaque fois peut-être 4-5 estimations possibles, ça fait beaucoup de chemins possibles. Quand arrive le moment de réaliser ce qu'on a estimé il y a parfois plusieurs mois, voire plus, on se trouve au mieux devant un choix cornélien. Faut-il faire ce qu'on a prévu, ce dans quoi on a déjà investi, ou bien faire autre chose de mieux? Face à ce genre de décision, notre cerveau est notre ennemi. Il aura tendance à nous pousser à faire en sorte que ce qui est prévu se passe. Quand ce qui se passe, ce n'est pas ce qui était prévu à l'origine, ça va créer une sorte de manque de cohérence que notre cerveau va naturellement refuser d'admettre. Et clairement, on va se retrouver à ne pas vouloir admettre que oui, le travail qu'on a fait en amont, il était inutile. Et que tout cet effort qu'on a mis dedans, qu'on a déjà investi, il était superflu. Donc ça, on le refuse. On refuse de se dire qu'il était superflu, on se dit donc qu'il faut l'utiliser. Ce mode de fonctionnement, dont on ne se rend pas forcément compte, si on n'a pas été sensibilisé, ça se passe de manière inconsciente, ça s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Qu'est-ce que c'est que ce biais des coûts irrécupérables? Pour bien le comprendre, il y a une super vidéo exemple donnée par la chaîne Science Étonnante. Il prend comme exemple si vous organisiez un week-end au ski. Vous allez payer votre séjour en avance, super cher si ça se trouve, et puis avec aucune possibilité de remboursement. Mais un petit peu avant ce week-end, vous voyez que d'un côté, la météo dit que le temps sera pourri, et en plus, vous venez de choper la crève. Et à côté de ça,
Vos amis vous proposent de faire un week-end à la cool, bien au chaud, à regarder une bonne série sur Netflix. Eh bien la majorité des personnes vont quand même aller à leur week-end de ski parce qu'on ne peut pas gâcher ce qu'on a déjà dépensé. Pourtant c'est un coût que vous ne pouvez pas récupérer, vous ne pouvez pas vous le faire rembourser. Donc au final vous allez passer un week-end bien pourri avec la crève sur les pistes de ski plutôt qu'un bon moment entre potes, encore une fois, pour pas gâcher. Qu'on vient d'expliquer là avec un exemple plutôt personnel du week-end au ski, au final ça marche pour tout et en fait on le retrouve partout, dans nos équipes, dans nos projets, dans le produit et bien sûr sous toutes ses formes dans l'entreprise. Par exemple, lorsque vous faites faire le design d'un produit, si vous découvrez plus tard que ce n'est pas la meilleure solution, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez quand même faire ce que vous avez prévu de faire? Le fameux week-end au ski déjà payé? Ou alors vous allez vraiment tout jeter pour pouvoir refaire la bonne chose. Alors vous l'avez compris, le réflexe qu'on a, notre biais cognitif, ça va être de ne pas gâcher, de faire ce qu'on a prévu. Dès lors qu'on a passé du temps et de l'énergie sur un sujet, alors on a commencé à investir dessus. Et on est alors pris dans les biais des coûts irrécupérables. Quel conseil pourrait-on vous donner pour ne pas être sujet au biais des coûts irrécupérables? Eh bien, directement, n'écoutez pas votre cerveau. Là, il nous joue des tours, faut pas l'écouter. Et pour ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ce biais cognitif, justement, pour ne pas en être esclave, pour s'en rendre compte quand ça arrive, quand on en est sujet, quand il y a cette petite voix qui apparaît à l'intérieur de nous, pour s'en rendre compte et du coup, pouvoir agir dessus. Prenez du recul et réalisez que, d'une manière générale, dès lors qu'on prend une décision, il est alors assez dur de revenir dessus. J'en profite pour vous rappeler une des maximes du Lean, qui est de prendre les décisions, de repousser les décisions jusqu'au dernier moment raisonnable. Le raisonnable étant évidemment là parce que le but n'est pas juste pousser indéfiniment. Il y a un moment où oui, ça ne devient plus pertinent. Forcez-vous à faire une évaluation objective de vos options. Dites-vous bien que ce qui est fait, que jeter du travail déjà investi, c'est pas grave, ça ne compte pas dans l'évaluation. Ce qui compte, c'est l'état des lieux actuel et non pas l'historique qui nous y a mené, qui nous a amené à la situation où on est actuellement. On a vu que notre cerveau nous faisait accorder une importance démesurée au coût passé, pourtant irrécupérable. Et en même temps, le même cerveau a tendance à nous faire passer outre tout un tas d'autres coûts qu'on ne voit pas forcément spontanément. Par exemple, une fois que vous avez décidé quelque chose, vous allez faire ce que vous avez prévu plutôt que de faire ce qu'il faut faire. Vous avez pris une décision, mais tant qu'elle n'a pas été faite et validée, cette décision pourrit un petit peu. Et le jour où vous voulez vraiment travailler dessus, la réaliser, il va falloir tout revoir, tout revalider pour s'assurer que ce que vous vouliez faire il y a X temps était peut-être la bonne chose, mais que c'est toujours la bonne chose maintenant. Dans les faits, on ne le fait pas ça. Alors, c'est pas grave de décider de peindre quelque chose en bleu si au moment de le peindre, on se redemande si on veut bien le peindre en bleu, si c'est vraiment le bleu qu'il faut, si c'est la bonne chose. En pratique, on va pas se poser la question, on va prendre le bleu tel que c'était prévu et on va peindre. Alors on va faire souvent ça aussi pour réduire le risque, de dérisquer ce qu'on a fait. Mais on ne pense pas au risque de faire la mauvaise chose. On veut prévoir pour justement anticiper les risques d'une solution telle qu'elle est peut-être bonne maintenant, mais au final en occultant tout à fait les risques d'implémenter cette solution plus tard, tel que le produit sera plus tard. La solution qu'on a imaginée il y a un an était peut-être la meilleure solution il y a un an. Mais ça ne l'est pas nécessairement pour le produit aujourd'hui ou pour l'équipe d'aujourd'hui. Comment ça se traduit le plus souvent dans les équipes? Via les estimations. Revenons sur les estimations. Pourquoi on nous demande des estimations? Pour prévoir les choses, pour faire un planning. Et pour avoir une estimation la plus précise possible, pour pouvoir faire un planning qui tient la route, il faut alors réfléchir à la solution. Ce qui nous ramène sur tout ce qu'on vient d'expliquer sur le biais des coûts irrécupérables, sur les décisions qu'on prend trop tôt. Parce qu'encore une fois, pour faire une estimation précise, il faut faire des choix sur l'approche qui sera choisie. En décidant de prendre une option, décider c'est renoncer, on renonce aux autres options. Et bien que les estimations puissent avoir un bénéfice, les exemples les plus classiques, ça va être pour de l'allocation de budget ou encore pour prioriser. Il y a le fameux algorithme WSJF qui correspond en gros à dire qu'on fait en premier les choses qui ont le meilleur rapport gain-effort. Malgré tout, est-ce que ces bénéfices, est-ce qu'ils sont plus grands que les coûts, que les conséquences négatives des estimations?
Trop souvent, on ne prend en compte que la moitié de ces éléments. On voit bien ces éléments qui nous amènent à nous dire qu'il faudrait faire des estimations, mais on oublie complètement, on élude totalement tous ces risques, tous ces coûts à faire des estimations. Autre chose auquel il faut vraiment faire attention, c'est ce réflexe de faire des choses au cas où, ou pour prendre de l'avance. Dans le domaine informatique, on aime bien utiliser le terme anglais de over-engineering pour dire qu'on a fait plus que nécessaire. Un exemple classique, c'est de concevoir une solution générique pour gérer des cas qu'on imagine arriver. Le réflexe du « j'en aurais bien besoin un jour hein ». On a ce sens commun, cette intuition, qu'en le faisant tout de suite, on se dit qu'on va aller plus vite, qu'on a les mains dedans et que c'est donc le meilleur moment de le faire. Mais en vrai, on va se créer de la dette. Une fois que vous avez fait cette solution, vous ne voulez plus l'acheter. On en avait déjà parlé sur la chaîne, on retrouve ça dans la notion de Yagni. You ain't gonna need it. C'est-à-dire que vous n'en aurez pas besoin. Donc on va vraiment, à chaque fois qu'on développe quelque chose, qu'on crée quelque chose, on va vraiment se demander, est-ce que on va en avoir besoin? Est-ce qu'on en a même besoin maintenant? Encore une fois, vous en aurez peut-être besoin, mais peut-être que vous ne l'implémenterez pas de la même façon qu'aujourd'hui, parce que vous aurez appris des choses sur le produit, sur vous-même, sur l'équipe, sur les utilisateurs. Et d'ailleurs, ça ne se retrouve pas que dans la solution. On retrouve la même chose dans le backlog produit, où on empile tout, de peur de jeter ce qu'il y a dedans. Encore une fois, au cas où un jour on veut l'utiliser. D'ailleurs, il y a des choses comme ça dans votre backlog, vous? Dites-nous en commentaire. Et pourtant, encore une fois, ce qui est fait est fait. Le code, si on jette, ça change rien. Alors que si on le garde, ça pourrit le futur en complexifiant la solution et en rendant sa maintenance beaucoup plus difficile. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que le manifeste agile met en avant la simplicité comme clé du succès. Dans le cadre de la gestion de projet et de la gestion de produit, on va aussi parler de convergence prématurée. C'est-à-dire qu'on prend les décisions tôt, on les prend trop tôt. Beaucoup de décisions n'ont pas besoin d'être prises immédiatement. On peut les repousser jusqu'au dernier moment raisonnable. Là encore, je cite cette maxime du Lean qu'on aime beaucoup. Pour éviter ça, une approche possible, c'est de favoriser les décisions qui sont réversibles. C'est-à-dire des décisions qui ne coûtent pas cher à changer ensuite. On retrouve ça par exemple dans les principes du clean code. Dans le clean code, on n'écrit pas du code qui va être générique ou extensible, qui saura tout faire, le fameux « au cas où ». On va écrire du code qui va être facile à changer. D'où la nécessité d'un filet de tests de non-régression automatisé. Parce que sinon, ça va être compliqué de changer quoi que ce soit ensuite. Donc cherchez quand vous devez prendre une décision, demandez-vous tout d'abord, ce serait quoi les conséquences de prendre cette décision plus tard? Est-ce qu'on peut la repousser finalement? Et puis deuxièmement, demandez-vous, est-ce que ça serait compliqué de changer la décision plus tard? Si c'est une décision réversible, d'un seul coup, c'est pas si grave que ça de la prendre tôt. Et si je reformule ce conseil autrement, ce serait de vous dire, si vous ne pouvez pas prendre la décision plus tard, faites en sorte que ce ne soit pas grave d'avoir pris la mauvaise décision. Ça aide aussi quand on se dit explicitement que la décision qu'on prend aujourd'hui est prise au moment où on en sait le moins. Mais que il faut bien se lancer, il faut bien faire quelque chose pour apprendre justement. Voilà le genre d'échange qu'on devrait avoir par exemple. On est en train de se réorganiser, de choisir le nouveau découpage des responsabilités des équipes. Soyons clairs, on va forcément se planter. Déjà dans un mois on se dira qu'on a fait n'importe quoi. Mais il faut bien qu'on avance, qu'on se lance, pour justement d'ici 6 mois qu'on sache mieux découper les responsabilités des équipes. La décision qu'on prend aujourd'hui, elle n'est pas finale, elle n'est pas irrévocable. C'est surtout et aussi une expérience pour apprendre. Du coup, on part comme ça. Je m'engage à faire une rétro globale tous les 3 mois pour challenger ce qu'on aura appris, justement. D'après vous, quels seraient les indicateurs à surveiller qui nous indiqueront qu'on va dans la bonne ou la mauvaise direction? Voilà, là on assume qu'on ne sait pas, qu'on va sûrement prendre la mauvaise décision, mais que c'est pas grave. On avance et surtout on met en place les outils pour que ce soit bien un apprentissage. L'important, c'est de s'en rendre compte et c'est même de se l'avouer. Pour aller plus loin sur le sujet, on vous recommande Frédéric Le Guédois. C'est vraiment un expert reconnu sur les estimations, le planning, les budgets. Et c'est d'ailleurs ce qui est revenu dans nos échanges avec lui et nos élèves de formation. Vous pouvez cliquer ici pour voir un extrait justement de ces échanges qu'on a en privé, des échanges exclusifs entre des invités et nos élèves. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la autour de vous à des personnes qui trouveraient de la valeur. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!